Depuis toujours, l'engagement fait partie de notre société. Pourtant, si toutefois il appartenait au quotidien au sein d'une société du collectif, aujourd'hui, de nombreux discours développent l'idée de la nécessité de pousser les gens à s'engager, et notamment les jeunes. Mais qu'en est-il de cet engagement juvénile? Quel est son apport dans la société et comment impliquer les jeunes dans le développement durable? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Plébiscitée parmi les 50 jeunes femmes leaders africaines basées à Kinshasa, Daniela Alessi doit cette attention à la structure américaine ICN, Iceland Nations, pour son engagement au sein de sa communauté. Originaire de la province de l'Ituri, Daniela Alessi, qui est aussi avocate de carrière, a mis en place une organisation non gouvernementale dénommée Nouvelle Espérance du Développement, dont la mission principale est l'encadrement des jeunes Ituriens. Elle nous en parlera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Aujourd'hui, nous parlerons responsabilité, engagement, jeunesse et surtout leadership au féminin. Ce sera en compagnie de Daniela Alessi. C'est une jeune avocate de la RDC et elle est également engagée, dans le mouvement associatif. Et bien entendu, notre invitée nous parlera de son histoire qui pourra inspirer plus d'un. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage qui revient sur l'engagement citoyen de la jeunesse congolaise. Regardez. La jeunesse représente une force vive. Elle est riche des aspirations propres à ce moment de l'existence, mais aujourd'hui encore, des conditions de vie précaires, chômage, exclusion, pauvreté gâchent ce potentiel et cette énergie. L'actualité récente a emmené aux premières pages des quotidiens et sur la table des notes politiques des questions quant à la jeunesse actuelle. Les jeunes qui constituent incontestablement un groupe d'âge actif, capable de raisonner et d'agir avec maturité, leur participation ne peut être reléguée à un avenir incertain. C'est dès maintenant que nous avons besoin de leur concours. Les actions menées par les jeunes devraient donc avoir pour objectif leur autonomisation afin d'assurer leur pleine participation à la vie sociale en tant que partenaires utiles et à part entière. Rendre les jeunes autonomes, c'est les aider à mettre leurs forces au service du développement. Il faut aller au-devant d'eux, répondre à leurs préoccupations et à leurs attentes et les encourager à développer des compétences utiles et durables. À cette fin, les organisations qui touchent à la jeunesse doivent relever la quantité de défis. Les mouvements des jeunesses n'ont certes pas toutes les réponses aux questions d'actualité, mais ils rappellent, et de manière récurrente, leur contribution à une vie en société harmonieuse et leur rôle particulier dans le développement des jeunes. Les mouvements des jeunes, quant à eux, ont comme principe l'éducation par l'action. Dans une telle démarche, ce que les jeunes apprennent vient d'une expérience directe, concrète, et non d'un enseignement théorique. À l'intérieur de chaque groupe restreint, les jeunes organisent leur vie, se partagent des responsabilités, choisissent, organisent, réalisent et évaluent une activité, et tout ceci à l'aide des jeunes adultes devenus mentors. En partant de la tendance naturelle des jeunes à vivre en groupe, le système proposé par les mouvements de jeunesse contribue à orienter positivement l'influence des jeunes les uns sur les autres. Il offre à chacun la possibilité de développer ses capacités. Les jeunes travaillent ensemble en partant des compétences individuelles déjà acquises, des talents et de l'expérience de chacun et contribuent au développement d'un véritable esprit d'équipe dans lequel chacun soutient les autres. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre qui met en exergue une ou plusieurs invités. Et comme nous l'avions annoncé au début de l'émission de ce jour, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Maître Daniela Alessi. Bonjour Maître. Bonjour Madame Nassi. Et merci de nous recevoir, de trouver le temps pour répondre à nos questions. Comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Je vais bien, merci aussi. D'accord.
Nous l'avions dit dans le sommaire, vous êtes donc plébiscitée parmi les 50 femmes, jeunes femmes leaders africaines basées ici à Kinshasa. Ça a été lors d'une activité réalisée ou organisée en novembre dernier par l'ICN, qui est une firme américaine, iChan Nation. Alors, quel sens donnez-vous à cette démarcation? Personnellement, c'était vraiment un réel plaisir d'être nominée parmi les 50 jeunes filles leaders basées à Kinshasa, jeunes filles africaines bien sûr, basées à Kinshasa, parce que ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles qui avaient postulé, mais ils étaient trop stricts par rapport aux critères. C'est là que j'ai été retenue. Vraiment, c'était un réel plaisir. Et de là, je me suis rendu compte que je faisais vraiment du bon travail dans mon milieu et dans mon domaine. Voilà, merci. C'est aussi un synonyme de motivation. C'est vrai que vous avez été plébiscité, vous avez eu à sortir du lot, mais d'après vous, qu'est-ce qui a le plus attiré l'attention de la sienne? Bon, je ne sais pas trop parce qu'ils ont sélectionné sur base de CV. Il fallait présenter vos activités, ce que vous aviez eu à faire. Et ils ont procédé aussi par des enquêtes pour découvrir si réellement, parce qu'il y a des gens qui mentent souvent. Il y a beaucoup d'inventions. Oui, bien sûr. Et ils ont trouvé que tout ce que j'avais dit était réel. Alors, personnellement, je dis que c'est une pression, une motivation, parce que déjà, dès le début, je me disais que je n'ai encore rien fait, que ça soit beaucoup trop tôt, pour la RDC, et que je devais me battre pour des grandes réalisations en faveur de mon pays, de la jeunesse, voilà. Mais comme ils m'ont nominé, je pense que je dois encore bosser doublement. Voilà. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est comme une sorte de pression, en même temps aussi une grosse responsabilité. Mais comment faire durer ça dans le temps? C'est pas la grosse tête, vous démarquez un peu de la jeunesse, vous vous mettez de côté, vous dites bon, je suis peut-être déjà arrivé. Bon, en fait, c'est vraiment un long chemin à parcourir et c'est pas aussi facile. Vous savez, dans les domaines que nous avions suivis, beaucoup plus à travers les jeunes, défendre les droits de l'homme, droits des femmes, droits des filles, c'est pas facile. Et vous êtes exposé à tout moment, vous êtes attaqué quand vous allez à la contre des intérêts de quelques personnes et vous êtes exposé. C'est pas du tout facile. Moi, je pense que c'est pas vraiment la fin pour moi. Je n'y suis pas arrivée parce qu'il y a des prix, des grands prix que les gens ont gagnés dans ces mondes. Vous aspirez à ça, vous? Oui, bien sûr, j'aspire à ça, mais je dois y travailler. Je dois beaucoup travailler sur le terrain, je dois accomplir beaucoup de réalisations, beaucoup d'activités pour que je les mérite. Et d'abord, je voudrais aussi noter que, donc, en fait, je voulais préciser que je ne travaille pas pour obtenir des prix. C'est d'abord une mission, une vocation, un devoir de ma personne vis-à-vis des gens que j'encadre, des gens qui comptent sur moi, de mon pays, de ma province, de mon milieu, de mon territoire, ça dépend. Alors, quand je travaille, c'est pas d'abord pour obtenir un prix, mais c'est d'abord pour impacter ma génération. Et les prix vont ça suivre. Ça, ce sont je les appelle vous encourager. Ouais, voilà. En fait, ce sont des conséquences de ce qu'on a déjà eu à poser comme acte, voilà. Mais la motivation, c'est d'abord de faire mieux pour les terrains de mes semblables. Il faudra signaler que vous avez été plébiscité par rapport à votre engagement citoyen au sein d'une aide. On en reparlera tout à l'heure. C'est vrai que maître, vous l'avez dit, maître parce que vous êtes également juriste de formation, on en parlera tout à l'heure. Mais cette oui, bien sûr, cette consécration vous fait, on l'a dit, démarquer de votre génération. Comment est-ce que les jeunes peuvent-ils se démarquer, sortir de l'eau, être un exemple, une motivation pour les autres jeunes? Moi, je dirais que c'est pas trop difficile. C'est pas aussi facile. Il faut juste une petite dose de volonté. Je le dis souvent, quand il y a la volonté, on peut faire mieux. Donc, la volonté, c'est la capacité. Si vous acceptez et que vous voulez faire quelque chose, vous y arriverez. Il faut décider et vous mettre au travail. J'ai commencé avec une aide
vous aviez déjà souligné, vous Oui. aviez essayé d'annoncer ça. NED s'appelle Nouvelle Espérance du Développement, bien sûr, que j'ai créé depuis 2017. Ce qui est vrai, l'idée ne m'est pas tombée du ciel, non. C'est par rapport au quotidien, ce que je vis, ce que je vois. Je me suis dit que je devais faire quelque chose pour contribuer au développement, au changement de mon pays. C'est comme ça que j'avais créé NED. Et moi, j'ai été inspirée par d'autres jeunes aussi. Il y a d'autres jeunes qui travaillent déjà avant moi, qui ont eu à impacter notre pays et qui m'ont inspiré. Et moi, j'ai eu l'idée maintenant de créer NED depuis 2017. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Le temps de revenir un peu par rapport à votre parcours. Vous êtes, on l'a dit, juriste de formation, avocat de carrière. Depuis quand exactement avez-vous su que vous deviendrez avocate? Bon, moi, quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'avais une amie. Je vais la saluer à passage. Elle s'appelle Jemima Assoumani. Déjà dans mon milieu, je ne savais pas que je devais faire l'université. Je ne savais même pas ce que je devais faire un jour. Vous savez, après mon diplôme d'État, je dois me marier, faire des enfants, et puis aussi limite Un là. programme classique. Oh oui, et mon métier rêvé, c'était l'enseignement. Je devais enseigner Est-ce que les vous avez des enfants. enseignants dans votre famille, dans votre Ah environnement? oui, parce que mon père était enseignant, Ok. mais moi-même, j'étais vraiment passionnée de ces métiers. Et j'ai eu même à enseigner donc à la première année primaire. Oui, oui. C'était bien, en tout cas, pour moi, c'était de l'amusement. J'étais toujours avec des enfants. Ok. Ça, c'était après le diplôme. Imaginez que j'ai eu mon diplôme en 17 ans. Mais j'avais une amie qui s'appelait Jemima. Et elle était vraiment un grand appui pour ma vie. Elle m'a beaucoup encouragée. Elle me disait, écoute, tu dois faire l'université, on doit étudier. Maintenant, elle me racontait, écoute, on sera des avocates, on va défendre déjà, on va porter des touches, tu vois. Elle me donnait déjà ces goûts-là. Elle-même, elle était avec moi, mais elle avait déjà vécu ça. Dans sa famille, elle avait des avocats, tout et tout. Mais je pense que pour faire le droit, c'est justement quand je suis entrée en contact avec elle. Et je suis allée à l'université, j'ai commencé à relations internationales à G1. Et elle est partie directement à droit. Et maintenant, elle m'a convaincue. Ensuite, je suis allée à droit. Je suis allée en droit et jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, j'ai prêté serment. C'est que sur elle, elle n'a jamais prêté serment, mais moi, c'est... Vous êtes allé plus loin par rapport à elle? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis allée plus loin par rapport à elle. Mais elle a été vraiment une grande motivation pour moi au début. Ça, c'est dans les cadres, je le dis, bien évidemment. Bien sûr. Bon, quels souvenirs gardez-vous des stages, des différents stages que vous avez pu, bien entendu, bénéficier après avoir obtenu votre diplôme de licence, c'est ça? Vous êtes passé par, bien sûr, différents stages et déjà, tout. Quelle expérience je gardez-vous voudrais de cette période? d'abord préciser que j'ai prêté serment, premièrement, en tant que défenseur judiciaire. Quand j'ai terminé mon graduat, ça se fait. Les gens ne savent pas trop, mais quand j'ai terminé les graduats, j'ai prêté directement serment comme défenseur judiciaire. Donc, je pouvais prester, je pouvais gérer des dossiers, voilà. Et j'ai parti à la première licence et j'ai presté. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué. J'ai eu ma licence, j'ai prêté serment. Voilà, donc, j'étais déjà dans la profession à partir de G3. Voilà. Et comment appréhendez-vous ce métier? Quelle est votre vision de la justice? C'est un métier très noble, caractérisé. D'abord, c'est un métier caractérisé par l'honorabilité et la noblesse. Pour exercer notre profession, il faut avoir de la passion. Il faut avoir de la compassion aussi. Il faut accepter parce que des fois, tu défends quelqu'un. Son problème devient ton problème. Exactement. Il peut rester chez lui, il s'occupe de ses affaires, mais toi, tu te préoccupes de ce qu'il fait. Tu dois penser, tu dois trouver une solution, tu ne dors pas, tu consultes les ouvrages, tout ça, pour préparer les audiences, préparer les dossiers, les arguments. C'est pas facile. Alors, pour le faire, il faut d'abord avoir l'amour. Il faut te dire que non, si c'était moi, comment je pouvais me comporter, comment je voulais qu'on le fasse pour moi.
Et là, tu vas bien travailler. Mais si tu te dis, bon, moi, je le fais juste pour l'argent, en tout cas, ça ne va pas. Et puis, tu ne vas pas aider beaucoup de gens. Et c'est comme ça que beaucoup d'avocats sont dans des corruptions, des détournements, des escroqueries, ça arrive. Mais si tu sais ce que tu fais, tu as une vocation d'abord d'aider ton semblable, les défendre là où il ne sait pas les faire, mais toi, tu les représentes. Là, ça va bien. Moi, mon aperçu par rapport à la justice de notre pays, je pense que c'est très bien. Seulement, il y a quelques personnes qui essayent de ternir l'image de notre justice. Mais la justice à soi n'a pas de problème. Parce qu'il y a la loi, il y a des articles, il y a des codes que nous sommes appelés à respecter. Voilà. Et un avocat est tenu à défendre ses clients conformément à tout ce que la loi a mis à notre disposition. Voilà. Et dans quoi travaillez-vous exactement? Quelle est votre spécialité? Dans quel domaine? Dans l'avocature. Nous sommes dans l'avocature. Bien sûr, moi, il n'y a pas vraiment de spécialité. Parce que je peux avoir plusieurs clients et chacun a ses dossiers. L'autre a un dossier pénal, par exemple, de viol. Quelqu'un a un dossier foncier. D'autres des dossiers commerciaux. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je n'ai pas de spécialité. Mais j'aimerais beaucoup plus évoluer dans les domaines fonciers, les domaines de droits de l'homme. C'est ce qui me passionne trop. Quelle est la motivation pour opter par rapport à cette spécificité? Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup d'habits dans ce domaine-là. Beaucoup d'habits. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu leurs biens parce qu'ils n'avaient pas de bons avocats ou soit ils n'avaient pas de moyens pour se défendre. Ça se fait. Et c'est fréquent ici à Kin. Quelqu'un peut venir aujourd'hui et dire non, cette parcelle m'appartient ou cette concession m'appartient. Il fait tout pour obtenir des documents et puis, si tu es vraiment distrait, il les prend. Il a les soubassements, tout et tout. C'est pourquoi nous, les avocats, nous devons défendre ce genre de personnes, des innocents, parce que moi-même, j'ai déjà été victime de ce genre de situation. Ça, c'était avant, mais quand je suis allée en droit, j'ai fait deuxième graduat, j'ai compris ce qu'était mon droit et je me suis lassée, j'avais gagné ça. Donc ça c'était... Heureusement. Ouais, bien sûr, j'avais gagné ça. Là, j'avais pas encore prêté serment. C'était juste des petites notions. Je savais que c'est notre droit, il y a ça. Vous pouvez faire ça. Alors, je me dis que je dois vraiment beaucoup travailler pour aider déjà dans ce domaine. Beaucoup de victimes qui souffrent de cette situation faussière. Voilà. Vous parliez à l'instant de cette belle personne qui vous a inspiré, qui a été un véritable soutien pour vous, celle qui vous a aidé à vous découvrir en fait, parce que vous ne saviez pas que vous aviez cette passion pour l'avocature, vous l'aviez découvert au fur et à mesure grâce à ces mots. Est-ce que c'est possible également de motiver les gens qui peut-être, entre guillemets, ne savent pas qu'ils ont une passion et que si elles s'entourent des bonnes personnes, elles peuvent finalement le découvrir? Voilà, le problème, c'est l'entourage. Quand tu te promènes avec des sorciers, tu deviens sorcier. C'est automatique, ça influence. Moi, j'ai vraiment cette expérience personnellement. Je me dis que si Jemima, elle n'était pas une bonne amie, elle pouvait m'influencer négativement. Exactement. Mais Jemima m'a influencé positivement parce que c'était une bonne amie. D'abord, c'est une fille qui priait beaucoup. Elle m'a donné le goût de compter sur Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais nous devons fournir aussi plus d'efforts parce que Dieu ne descend plus du ciel pour nous donner de la manne. Que nous devons travailler tout en comptant sur lui. Jemima, elle était avec moi. Alors, les jeunes doivent s'inspirer de bonnes personnes. Tu vois quelqu'un dans ton quartier, même aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux. Il faut choisir qui suivre. Parce que si tu suis un bourrique, il va t'entraîner dans ce qu'il fait. Mais si tu suis quelqu'un qui t'inspire, qui pose des bons actes pour l'intérêt général et qui n'est pas contraire à la bonne mœurs, là,
tu vas t'épanouir, c'est automatique parce que tout dépend d'abord de nos cerveaux. Voilà. Exactement. Ouais, voilà, nous devons être entourés par de bonnes personnes qui nous encadrent, qui nous ajoutent un plus pour notre épanouissement. Voilà. Et certes, en dehors de Jemima, il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué à votre encadrement, qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, et vous êtes bien sûr entièrement reconnaissante par rapport à ces personnes. Bien sûr, Jemima, c'était une amie d'enfance qui m'a inspirée pour aller à l'université et faire le droit. Mais j'ai aussi d'autres amis, à l'occurrence de Maître Godefroy, Moana Boitou. Je te salue, je sais que tu vas suivre l'émission, il est ici, c'est un grand avocat, il était mon enseignant déjà, il était assistant à l'université, et il a encadré mon TFC. À un moment donné, il était arrêté au niveau de la prison de Makala. Mais comme c'était vraiment un coach, avant d'aller à l'audience, c'est lui qui me donnait les matières. Il disait, tu diras ça, essaye de consulter ça, c'est comme ça que tu vas parler. Et puis, je partais, je parlais, je le défendais, lui aussi se défendait. Et à la fin de chaque audience, parce qu'il était en procès contre la République, donc la RDC, vous imaginez, à la fin de chaque procès, j'étais félicitée par les avocats de la République. Mais ça ne venait pas de moi. À cette époque, j'étais en L1. Et lui, il me donne la force. C'est-à-dire, quand tu es entouré par de bonnes personnes, il va t'inciter à réussir. Il faut te donner des éléments qui peuvent vraiment inciter ce qui est en toi pour que tu sois meilleur. Voilà. Et puisqu'avocate aujourd'hui, comment se passe votre quotidien? Comment êtes-vous organisée? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, ça dépend. Aujourd'hui, je ne passe pas trop de temps au cabinet, soit dans des parquets, tout ça, parce que moi, j'ai aussi d'autres responsabilités, Bien sûr. vous le savez. On en parlera. Alors, quand j'ai des dossiers et que ça nécessite ma présence, je me présente à l'audience, je suis les dossiers. S'il faut que j'aille faire les procédures, je les fais. Voilà. Mais je m'organise très bien. Déjà, j'essaie de planifier ma semaine. Chaque week-end, quand je me repose à la maison, je dis le lundi, je ferai ceci, là. Je planifie. Quand il y a des imprévus, j'essaie d'insérer. Et je travaille comme ça de sorte que je ne puisse pas perdre de vue mes objectifs. Oui, Il faut toujours avoir un agenda, tu planifies ta semaine, pourquoi pas ton mois et aussi l'année. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Il faut toujours se mettre des objectifs. Je ferai ceci. Comme aujourd'hui. Je savais qu'on va commencer avec vous. Je me suis réveillée. Je fais ce que je devais faire et je me suis présentée ici pour qu'on puisse passer cette émission. Bien sûr, et là nous l'avions bien sûr apprécié. Dites-nous, c'est vrai que vous arrivez dans ce métier, vous imaginez autrement avec toutes ces réalités. Aviez-vous déjà été victime des attitudes ou des propos sexistes à l'endroit de la part des avocats hommes qui pensent que les femmes avocates ne font pas le poids auprès des clients? Personnellement, non, parce que j'ai eu la chance de collaborer avec de bons avocats qui sont toujours là pour accompagner les femmes, en fait, les femmes avocates. Ils sont là, ils sont prêts, ils se disent, bon, ce sont nos confrères, on doit les appuyer. Alors, les langages un peu sexistes, je ne suis pas trop, en tout cas, je ne sais pas affirmer, mais j'ai eu des bons collaborateurs. Mais d'ailleurs, dans ce métier, les femmes sont parfois privilégiées. Je me souviens de mon premier cabinet. Les premiers jours que j'ai mis mon pied dans un cabinet, je suis rentrée avec $60. J'ai prêté serment, donc 2 jours après, je suis allée au cabinet, je suis rentrée avec $60. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une voiture, il avait un dossier. Ici que moi, je ne maîtrisais rien. Déjà, je venais de terminer mon graduat, j'ai prêté serment, mais il m'a amené au parquet. Tu dis ça au procureur. Je lui ai dit, il a donné de l'argent. Les caïmans, lui, il a pris $100, il nous a donné 60. Et le caïman, c'est... Ce sont vos propres jargons, hein, c'est un autre. Les caïmans, c'est, on peut dire les grands maîtres, c'est lui qui a les cabinets, c'est lui qui vous encadre. D'accord. Parce qu'il y a toujours des pressés. Et si lui, il est les caïmans, vous êtes...
C'est un peu comme des louveteaux, hein. Bon, c'était une parenthèse. Voilà. Oui. Vous êtes rentré avec $60. Pour vous, Ouais. c'était Ouais, une très bonne c'était motivation. une très bonne motivation. Je me suis dit, waouh, ça commence bien. Ça commence bien. Et il m'a donné ces coups-là. Donc, depuis ce jour, j'ai toujours collaboré avec les bons avocats, de beaux caïmans, quand tu es avec eux. En tout cas, ils te favorisent. Donc pour vous, la vie est belle, vous vous imposez dans le prétoire, il n'y a pas de problème. Le courant passe très bien avec les avocats hommes, il n'y a pas de propos Ouais, déplacés. il y a pas de propos Une occasion déplacés. également pour vous de motiver toutes ces jeunes femmes qui hésitent à s'engager dans l'avocature. Non, les femmes sont vraiment privilégiées dans ces métiers. Même au plétoire, quand une femme parle, les juges, ils prêtent attention. Il entend, il dit, bon, il parle. Il veut comprendre ce que la femme dit. Exactement. C'est comme ça. Tout le monde veut attendre ce qu'une femme dit. Alors, nous avons de l'avantage par rapport aux hommes, bien sûr. Ah, mais c'est très bien. Alors, avocate, on l'a dit, mais aussi militante associative à travers justement cette structure qui vous a permis d'être plébiscitée aujourd'hui. À quand exactement remonte votre engagement dans le mouvement associatif? C'est depuis 2017. C'est depuis 2017 que j'ai créé l'ONG NED, ce qui n'était pas facile, imagine à l'époque. À un moment donné, en fait, j'ai eu les goûts parce que j'ai travaillé avec un vieux, je peux dire, un député de chez nous. Il avait une ONG. On suivait des dossiers ensemble, les dossiers de financement. Et là, un jour, l'argent a été sorti. Moi, j'avais eu combien? $10 000. Waouh! Ouais, j'ai eu $10 000. Je me suis dit, bon, ça paye, hein? Ça paye. J'ai fait ce que je pouvais faire. J'avais acheté une voiture. Tu vois, j'ai d'abord acheté une voiture parce que j'ai gagné. C'était pour la première fois que j'ai gagné ce genre de montant. Il fallait vraiment que je me mette à l'aise, que je sois confortable. C'est ce que je fais. Et là, c'était dans l'organisation d'une autre personne. Et la deuxième fois, on a créé une autre ONG avec l'avocat dont je vous parlais, celui qui était incarcéré à Makala. Ça s'appelait SOS Prison. L'objectif était d'encadrer les prisonniers par des formations professionnelles. Et on a fait des démarches. Nous avions obtenu des ordinateurs fixes avec un fonds de $5 000. Nous avions arrangé les bancs. À la prison de Makala, si tu arrives là-bas, tu vas voir, nous avions bien réhabilité. Malheureusement, les jours où, comment il s'appelle, Nemwanansemi, le jour où il s'est évadé, en tout cas, ces gens avaient tout volé, tout cassé. Voilà. Alors, pour dire que c'était vraiment très bien passé et j'ai eu le goût. J'avais aussi des amis qui militaient au sein de Lucha. Tu connais Lucha? Oui, bien sûr. Au sein de Lucha, ils m'inspiraient depuis lors. Et en 2017, j'ai décidé maintenant de créer NED. Ce que j'avais fait, j'avais d'abord vendu la voiture que j'ai achetée et j'ai obtenu des documents nécessaires. Et puis, je suis allée sur terrain pour poser des actions. Accompagner les vulnérables, c'était vers les Andes, Ziguida, ça s'appelle Ziguida, vers Ziguida. C'est là que je suis allée réaliser mes premières activités. J'ai acheté des nourritures, les vivres, non-vivres. J'ai amené à ces femmes qui dormaient dans la rue. Et donc, tout a commencé là-bas. Et nous avions évolué, nous avons cherché les partenariats avec la MONUSCO. Elle nous facilitait les déplacements. Donc, je pouvais voyager quand je veux. Je peux quitter Kin, je pars à Goma, je pars à RDC, je peux aller à Kampala, là où il y a leur base. Il n'y avait pas vraiment de problème ou de difficultés. C'était vraiment facile. Donc, si nous comprenons très bien, Nouvelle Espérance de Développement, NED en sigle, a commencé à Kinshasa, mais est actuellement basé à Ituri. NED est créé à Kin, mais NED n'a posé que deux ou trois activités à Kin. Mais sa base, c'est à Ituri. Pourquoi en Ituri? Parce que vous êtes originaire de ce côté-là? Oui, parce que je suis iturienne, parce que Ituri aussi est en train de traverser
période Les trop turbulences. cruciale. Vous le savez, tout le monde doit être informé de tout ce que nous traversons là-bas. Alors, Itour est une province qui a besoin de beaucoup de soutien, beaucoup d'appui. Alors, je ne pouvais pas continuer avec mes activités ici. Il fallait réorienter Bien sûr. là-bas. Voilà. Alors, c'est vrai que NED a pour mission d'encadrer les jeunes. Quels sont les problèmes les plus réguliers que rencontrent les jeunes dans cette partie de la RDC? Les problèmes de la jeunesse d'abord. Moi, je suis beaucoup plus avec des jeunes qui ne travaillent pas, soit qui sont dans des métiers qui ne payent pas trop, dans des métiers libéraux. Je les accade, je les soutiens d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, notre jeunesse, je peux dire qu'elle est abandonnée à ce triste sort. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'est pas vraiment appuyée par les gens qui pouvaient les faire. Bon, la plupart des jeunes sont en train de se débrouiller comme ils peuvent. Il y a des gens qui travaillent vraiment. Ils travaillent, ils ont de bons emplois. Il y a des gens qui sont dans les business, les commerces et ils gagnent bien leur vie. Mais il y a aussi des jeunes là qui ont besoin du soutien du gouvernement ou des partenaires. Voilà un peu le problème que je rencontre chaque jour. Et aussi, il y a un problème d'intégration. C'est pas facile parce que quand un jeune essaye de se démarquer, et il essaye juste de s'imposer, il suscite déjà de la haine. Il est combattu. Il est combattu parce qu'il y a une guerre de génération. De génération, oui. Les gens qui sont plus âgés ne veulent pas que les jeunes puissent émerger. Alors, il faut chercher à les combattre par tous les moyens. Et c'est ce que les jeunes rencontrent, en tout cas surtout les jeunes leaders. Mais quand tu travailles, tu vas dans ton bureau chaque jour, tu rentres, tu fais ton commerce. En tout cas, personne ne fait attention à toi. Ouais, personne ne fait attention à toi. Mais quand tu es leader, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui travaille pour la masse. Bien sûr. Mais quand tu travailles dans un bureau, c'est d'abord pour toi seulement. Et quand tu fais ton commerce, la plupart, c'est d'abord pour toi, pour ta famille. Mais un leader, ses actions ne sont pas seulement pour lui. C'est beaucoup plus pour la communauté. Ouais, pour la communauté, pour beaucoup de gens. C'est de la jalousie, du combat, et c'est pas vraiment facile. C'est pas Et comment facile. pallier à tous ces problèmes? Il faut juste être courageux, minimiser certains problèmes tout en étant trop prudent, parce qu'on peut vous faire du mal. Il faut juste accepter tout ce qui peut vous arriver, surtout quand on est femme. Moi, j'ai déjà été victime des insultes. Pas possible, on te dit des choses, tu lis, tu ne te dis pas. Vraiment, tout ça, c'est moi. J'ai déjà été victime de mensonges. Tu vois, quelqu'un, il se met dans son coin, il essaie juste de me vrater un mensonge sur toi. Faire l'intoxication. Ouais, juste pour ternir ton image ou ta réputation. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre chaque jour, nous les leaders, beaucoup plus les jeunes leaders femmes. Il faut avoir vraiment un air solide. Un air solide. Il y a aussi des déceptions, parce que tu peux avoir des partenaires ou des bons collaborateurs, mais tes détracteurs peuvent aller détruire tes relations. Ternir ton image. Voilà. Tout ça, ce sont des coups qu'on doit encaisser et il faut essayer de les transformer comme voilà. une force et puis exactement. ça te donne le courage d'avancer. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites tous les jours. Ouais, c'est ce que nous faisons. Parce vous êtes blindés par rapport à tout ça. Si vous ne le faites pas, c'est fini pour vous. En tout cas, c'est fini. Alors, un leader ne peut pas vraiment tenir compte de tout ce qu'il vit parce que sa vision, c'est pas lui. Il doit s'abandonner et suivre sa vision, défendre les gens. S'il faut dénoncer, il faut dénoncer jusqu'à la fin. Voilà. Et aussi se mettre en danger et prendre le risque. Hein. Prendre les risques tout en étant prudent. Oui, absolument. C'est vrai que NED a organisé beaucoup d'activités. Vous avez cité 2 seulement ici à Kinshasa, mais beaucoup plus en Ituri, où vous êtes originaire. Mais quelles sont les activités les plus mémorables qui ont marqué justement votre structure? Déjà, bon, à Kin ici, nous avions beaucoup travaillé avec la CENI. Même la CENI ici a été partenaire de NED à un moment donné avec cette Kikoni. Ça, c'était en 2018. On avait organisé
une grande conférence à la maison des élections. C'est Ned qui avait organisé ça. Et voilà. Mais à Mituri, je pense que c'est trop. Nous avions eu à organiser beaucoup d'activités parce que je m'étais donné comme mission de former les jeunes dans des métiers professionnels. Et on a commencé à former des jeunes dans les secrétariats, hôtellerie, accueil, puisque nous avons les partenariats avec le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Et nous essayons euh, de faire la mise à niveau, la remise à niveau des jeunes. Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, ils ont étudié, ils ont des diplômes, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais il faut maintenant les motiver. Il faut des formations, on les conscientise. Si vous partez dans tel endroit, vous travaillez dans tel domaine, vous pouvez vous comporter ainsi. Et ça leur ouvre les horizons. Parce qu'on dit qu'on apprend chaque jour. Si tu étudies et que tu ne suis pas des formations, tu meurs avec tes diplômes. Absolument. Voilà, il faut se mettre toujours en jour pour bien émerger dans la société. C'est ce que nous faisons. Nous avons un poste de santé que NED a essayé d'installer pour certains villageois. Nous avons, on appelle ça comme la pisciculture, là où on élève des poissons. Nous avons des centres de formation professionnelle à couper, couture, en informatique, en électricité, mécanique. Nous avons même installé une borne fontaine. Vous savez, une borne fontaine. Bien sûr, Voilà. Parce que là-bas, il n'y a pas vraiment trop de régie des eaux. Il y en a que dans la ville de Bunia, mais ailleurs, il faut toujours installer une borne fontaine. Alors, c'est ce que nous faisons pour soulager la population. Voilà. Et là, vous avez bien sûr marqué beaucoup de points. Et aussi, nous assistons les vulnérables avec des vivres et non-vivres. Quand il y a un petit financement, nous achetons beaucoup de nourriture, les habits, nous donnons aux gens. Mais qui sont vos partenaires? Avec qui travaillez-vous pour réaliser tout ça? Est-ce par fonds propres? Non, non. Non, pas fonds propres. Et il y a d'autres activités que nous pouvons subventionner. Mais on doit toujours avoir des partenaires que je ne peux pas vous citer ici. Mais il y a des partenaires. Il y a des partenaires, même si les financements ne sont pas réguliers. Même si les financements ne sont pas réguliers, il y a toujours des partenaires qui sont là pour des activités. Mais les partenaires numéro un de NED, c'est l'État congolais. Parce que moi, je suis trop patriote. J'aime beaucoup la RDC. Quand je travaille avec mon pays et que c'est mon pays qui me soutient dans mes activités, en tout cas, j'ai une dette et aussi un devoir vis-à-vis de cet État. Qu'est-ce que je dois faire de mieux pour aider mon pays? Parce que lui aussi m'aide. Voilà. C'est que je peux dire que le partenaire numéro un de notre organisation, c'est l'État congolais. Mais je ne peux pas vous donner des détails. Voilà. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. On a même eu à travailler avec HCR parce que j'avais oublié. C'était pour former 100 jeunes réfugiés à couper et couture. On avait introduit un projet, les HCR a financé, nous avions formé 100 jeunes réfugiés et après la formation, chaque réfugié était parti avec sa machine à coudre. Ah, mais c'est une très bonne chose. On a fait ça. On a fait ça. Alors, pour arriver à poser ces genres d'actions, il faut avoir la volonté parce que c'est pas facile. Avant tout, la volonté. Ouais, la volonté parce que c'est pas facile, surtout sous les soleils, faire de va-et-vient, écrire, essayer de toquer par-ci, par-là, c'est pas facile. Il faut avoir de l'amour. Il faut avoir la conviction que je vais poser un acte qui va impacter la vie de plus d'un. Voilà. Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes comme vous qui sont responsables des différentes ONG qui s'engagent tant soit peu pour soulager les maux de leur communauté, de la population. Mais que pensez-vous, vous personnellement, du travail, de leur engagement? Je pense que toute femme est très importante, surtout les femmes engagées dans les associations pour les terrains communautaires. Ils sont vraiment très importantes. On dit souvent que la femme est quoi? Les piliers d'une société. Exactement. Là où il y a la femme, il y a la stabilité.
Même dans nos familles, vous voyez, les parents, les papas partent les matins, ils rentrent les soirs. Oui, oui, bien Mais sûr. les mamans sont toujours, même s'ils travaillent, et s'assurent que tout va bien. Quand il y a l'argent ou la nourriture, elle s'assure que tout le monde mange dans la maison. Mais les hommes, elles donnent que l'argent, mais les restes, ça ne les concerne pas. Même si d'autres enfants ne mangent pas, lui, il sait qu'il avait déjà donné l'argent. Mais la maman, elle fait quoi? Elle dit, tout le monde doit manger, tout le monde doit bénéficier de ça. Alors, quand c'est une femme qui, qui œuvre pour l'intérêt communautaire, rassurez-vous que c'est toujours de bonnes choses. Et je me dis toujours que les jours où notre pays sera dirigé par des femmes, puisque nous, les femmes, nous avons un instinct maternel. Nous pouvons avoir envie de gagner beaucoup d'argent, mais nous ne savons pas résister devant les souffrances. Les jours où on va laisser la gestion aux femmes, en tout cas, Il y aura un grand changement, hein? Ouais, bien Vous y sûr. croyez, vous, hein? Moi, j'y crois, parce que je sais comment les femmes se comportent par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes. Voilà. C'est vrai que, Daniela, vous êtes très engagée, non seulement au sein du NED, mais aussi au sein de l'ITRAS, c'est ça? l'ITRAS, Ouais, l'ITRAS, Qu'est-ce que c'est, l'ITRAS? c'est une organisation qui œuvre pour les droits miniers. Alors, nous œuvrons beaucoup plus pour accompagner les gens qui travaillent dans des mines, surtout défendre les terrains des communautés qui vivent là où il y a les exploitations minières. Ah, ok. Voilà. Je suis coordonnatrice provinciale au niveau des Litouries. Voilà. Et c'est Mais vrai ce que... qui est sûr, c'est une nouvelle organisation et nous n'avions pas encore lancé des activités à Litourie. Concrètement, nous n'avions encore rien fait. Nous sommes... nous sommes en train de mettre à place des mécanismes ou des stratégies pour nous permettre de bien travailler. Voilà. Quels sont les projets du NED? C'est vrai que c'est tous les jours que vous développez des projets pour justement la communauté, pour la jeunesse. Est-ce qu'il existe des projets qui sont à court terme qu'il faut absolument réaliser? Bien sûr, il y a des projets, il y a toujours des projets. Nous avons un petit projet qu'on doit réaliser en Ituri parce que il y a dans un coin de l'Ituri où il n'y a pas de manège. Ah, ok. Alors pour que les gens, pour le divertissement. ouais, pour que les gens s'amusent, ils doivent aller dans un pays étranger. Chaque week-end, les gens partent dépenser de l'argent là-bas. Alors en ce moment, nous sommes en train de penser à faire ça. Ok, Ouais, c'est un très bon aller, projet. parce que Ouais. ça va contribuer à l'économie de notre pays et Exactement. aussi au développement de notre pays. Ça va créer aussi de l'emploi. Voilà. Exactement. Voilà ce que nous aimerions accomplir. Mais aussi, nous avons des concessions. Nous avons des concessions, on aide à des concessions. Il faut, coûte que coûte, construire des centres de formation professionnelle uniquement pour des jeunes désœuvrés. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus que les jeunes soient dans la rue en train de se battre. Vous avez vu comment ça se fait à Kanyamaka, Oui, bien sûr. avec les Kulona. Alors, nous aimerions aussi ce genre de projet chez nous à Ituri. Là où il y a beaucoup de rebelles, il faut un centre d'encadrement comme Kanyamaka CC à Ituri, où on doit encadrer tous ces jeunes-là qui quittent la brousse. Voilà. Ah, mais c'est très bien. C'est ce que nous sommes en train de concevoir et nous sommes en train de toquer par-ci, par-là. Dieu voulant, nous allons vraiment les réaliser. Et au fur et à mesure que les jours avancent, nous nous rendons compte que la jeunesse congolaise est très très engagée, mais aussi politiquement. Hein. Vous êtes bien sûr, vous faites partie de ces jeunes femmes qui essaient de goûter un tout petit peu à la politique. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. À cette époque, à 2020, je dirais, j'ai été nommée commissaire en jeu à charge de la jeunesse, tourisme, sport et loisirs et Culture et art aussi. ouais, culture et art. Donc il y Dans le avait gouvernement 4 Bamanissa. ministères. Ouais, voilà. Il y avait 4 ministères à notre charge. Ça, c'était grâce à l'excellence Jabamanissa Saïd que je salue à passant parce que je sais qu'il est ici à Bunia. Excellence, bonjour. Alors, il nous avait nommés et malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler parce qu'il y avait vraiment du combat avec les députés provinciaux. Les gouverneurs voulaient
réaliser ce projet ou sa vision à travers les commissariats. Bien, au niveau des provinces, il y a toujours 10 ministères, pas plus de 10. Alors, pour couvrir d'autres ministères, on doit nommer des commissaires. C'est comme ça qu'ils nous avaient nommés. Et on devait faire beaucoup de choses pour la communauté. Et il nous avait pas choisi enfin. Il a vu nos activités. Moi, je n'ai pas eu de recommandations. Oui, j'ai eu des recommandations, bien sûr, dans mon ancien parti, parce que je m'étais retirée épée de la politique. Bien sûr que j'ai eu des recommandations, mais les critères, c'était d'abord les actions, les acquis déjà sur le terrain. Qu'est-ce que tu as déjà eu à faire? As-tu déjà impacté ton milieu? Alors, ils nous avaient nommé, la politique, c'est bon. Déjà, moi, j'étais beaucoup plus en relation entre la province et Kinshasa. Je venais souvent dans des missions, je devais entrer en contact avec les ministres nationaux qui œuvrent dans notre secteur. C'était vraiment une très bonne collaboration. Et si on avait vraiment continué avec les mandats, on pouvait réaliser beaucoup de choses pour l'intérêt des Litouris. Malheureusement, nous sommes partis avant. Ils vous ont laissé votre soif, hein, comme on dit. Ouais, voilà, les députés provinciaux n'ont pas voulu. Est-ce qu'on peut espérer plus d'engagement politique dans les jours à venir? Ça peut arriver à l'allure où les choses avancent, ça peut arriver. Mais pour l'instant, je n'en ai pas encore, ça peut arriver. Parce que nous avons vraiment besoin de changements. Vous voyez, un changement ne s'opère que quand il y a de bons décideurs. Nous pouvons être là, nous faisons des bruits, nous dénonçons, nous essayons de donner des directives. Mais ceux qui décident sont d'autres personnes. Exactement. Sont d'autres personnes, ils décident à notre place. Nous sommes obligés de subir. Mais quand on veut un bon changement, il faut s'engager. Alors peut-être un jour, on pourra aussi... Pourquoi pas, qui sait? Qui sait? On ne sait jamais, ça peut arriver. Ça a été vraiment très intéressant d'avoir eu à discuter avec vous, de connaître votre histoire qui a sans doute motivé toute cette jeunesse qui nous regarde et qui aussi a des ambitions, mais peut-être un tout petit peu bloquée, ne sait pas comment faire, quelle démarche suivre pour entreprendre tel ou tel projet. Est-ce que vous avez un message à lancer à toutes ces personnes qui nous regardent, surtout à toute cette jeunesse, car on va le rappeler, hein, vous avez été plébiscité parmi les jeunes femmes leaders africaines basées ici à Kinshasa. Vous êtes donc une inspiration pour votre génération car vous êtes démarqués, vous êtes sortis du lot. Est-ce que vous avez un message à leur donner? Je n'ai pas un grand message à donner. Ce que je peux dire en ce moment, c'est juste que les jeunes doivent être courageux, avoir la volonté d'avancer. C'est tout ce que je peux leur dire. Pas avancer dans des mauvaises choses, non. Dans la positivité, dans les chemins qui peuvent impacter la vie de beaucoup de gens et aussi la vie de notre pays. Voilà, c'est comme ça que nous devons travailler et nous engager. Mais si vous croisez les bras, vous dites que non, moi je reste à la maison, et ça viendra me trouver ici, soit je ne travaille que sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des leaders aussi dans les réseaux sociaux. Les leaders d'opinion, ça existe, bien sûr. Mais il faut vraiment impacter positivement la vie d'autres jeunes. Quand vous êtes influenceur, il faut savoir le contenu de ce que vous êtes en train de vendre. Il ne faut pas que ça détruise la jeunesse. Mais si vous êtes aussi un jeune engagé, et qui travaille sur terrain, je vous encourage juste de foncer. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut vraiment avoir il faut avoir la tête. Comme moi, depuis une semaine, je suis menacée. Je suis vraiment menacée. Parce que j'avais fait certaines déclarations, j'avais dénoncé certaines choses. Mais je suis menacée. J'ai peur. Ça peut arriver. Mais je ne peux pas abandonner ma vocation, je ne peux pas abandonner mon engagement parce qu'on m'a menacé, parce qu'on m'a insulté et surtout que ce n'est pas facile. Une femme, quand quelqu'un n'arrive pas à te convaincre ou à s'opposer à ton idée avec des arguments bien réfléchis, il t'attaque maintenant individuellement. Exactement. Il t'attaque à ta forme et ça fragilise. En tout cas, ça fragilise, parfois ça décourage, mais on ne lâche pas. Tu peux rentrer à la maison abattu, mais demain tu dors, demain tu reviens avec un grand courage. Avec une motivation. Voilà.
pas. En tout cas, maître, ça a été un plaisir pour nous d'avoir eu à discuter avec vous. Merci de nous avoir consacré ce temps pour connaître votre belle histoire, ce très beau parcours. C'est vrai, vous êtes encore au début, hein. Vous n'allez pas me dire que vous êtes déjà arrivé, mais ça a été une occasion également pour nous de comprendre que la jeunesse congolaise est vraiment impliquée et surtout est sur la bonne voie. Merci, bonne continuation. Merci à vous, merci de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Nous allons, mesdames, messieurs, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Première femme chancelière de l'histoire allemande, Angela Merkel tire sa révérence après 16 années de pouvoir, incontestablement reconnue comme l'une des personnalités politiques les plus puissantes de la planète. Elle est la première femme et l'unique à avoir fait se conjuguer au féminin le terme de chancelier. On ne compte plus les photos de sommets internationaux où elle a dû poser, vêtue de son éternel blazer de couleur, seule et unique femme parmi un parterre de dirigeants masculins enserrés dans leurs cravates et costumes sombres. Une image qui restera gravée dans l'histoire du combat des femmes pour accéder aux plus hautes marches du pouvoir. Et rien que pour la force de ce symbole, chacune pourra y voir une victoire féministe et, en Angela Merkel, 67 ans, une féministe malgré elle et peut-être imparfaite sous certains aspects. C'est donc une femme et c'est une première que la droite traditionnelle française a choisie pour la représenter à la présidentielle 2022. En France, je suis une femme forte. Je suis celle qu'il faut pour présider le pays. Lançait Valérie Pécresse peu après l'annonce du résultat des primaires du Parti républicain qui se positionne elle-même sur une lignée entre Angela Merkel et Margaret Thatcher. À 54 ans, l'ancienne ministre du budget sous Nicolas Sarkozy porte une ligne libérale sur l'économie qui parle à sa famille politique. Décrite comme bosseuse, méthodique et structurée, Valérie Pécresse est née à Neuilly-sur-Seine et élevée à Versailles dans une famille d'intello un peu originale, déplorant le sexisme qui règne en politique où si un homme crie, c'est un chef, une femme qui s'emporte est une hystérique. Femme noire, artiste de scène et née à l'étranger, Joséphine Baker avait peu de chance d'avoir sa place parmi les grands hommes. Et pourtant, elle l'a trouvée et c'est son entrée au Panthéon qu'a célébré le 30 novembre 2021 dernier la cérémonie présidée par Emmanuel Macron en mémoire d'une vie placée sous le signe de la quête de liberté et de la justice. Mais revoilà Paris, l'une des plus célèbres chansons de Joséphine Baker, a été choisie pour lancer la cérémonie solennelle devant l'édifice néoclassique du Panthéon au cœur du quartier latin à Paris, considéré comme le temple laïque de la République française, l'icône des années folles, née en 1906 aux États-Unis, avant d'adopter la nationalité française, n'est que la 6e femme après Simone Veil en 2018 sur 80 illustres personnages à être accueillis au Panthéon dont le fronton proclame aux grands hommes la patrie reconnaissante. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce jour. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Et ce sera avec le même et réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.